Bienvenue à toutes et tous dans notre nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah, à deux de nouveau, pour vous parler d'un sujet assez complexe, multiple, unique aussi en son genre, et qui peut se mettre sous plein de formes différentes. C'est la féminité, Sarah. Oui, effectivement, on va parler donc des stéréotypes, de notre vision de la féminité. On abordera aussi la culture, qu'est-ce qu'il y a le féminisme pour Vanessa qui lui tient particulièrement à cœur. Et voilà, discussion simplement. Le lien au corps aussi. Exactement, et, dans le monde du travail peut-être également. Du coup, comment est-ce que tu vois la féminité, Vanessa ? Alors écoute, moi je dirais une première chose, je pense que ça peut vraiment évoluer au fil des années. Je pense que je ne voyais pas la féminité de la même manière quand j'avais 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Une chose est sûre, je pense que, en tout cas à titre personnel, mais j'ai eu d'autres échos, d'autres femmes identiques, je pense que plus on vieillit, plus on prend de l'âge, plus on a de la facilité à assumer sa féminité, ou peu importe de quelle manière elle se représente, parce que finalement il y a plein de façons de représenter sa féminité, mais en tout cas de se sentir bien dans sa propre représentation. Plus jeune, je pense que j'étais beaucoup dans le paraître pour la féminité. Tu vois, c'était quelque chose, la coiffure, le maquillage, l'apparence physique, la minceur, parce que tout ce qui est média finalement nous influence beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de stéréotypes. La femme parfaite qui représente le féminin doit être belle, doit être mince, doit être grande, doit être. C'est un peu comme ça, en tout cas, que moi je l'ai vécu plus jeune, et du coup je me calquais beaucoup là-dessus. En oubliant peut-être sa propre personnalité et ses propres choix. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas quelque chose d'unique. Chaque femme a sa propre définition de la féminité. Et puis, on peut la représenter différemment. Il y a des jours où j'aime bien être bien coiffée, bien habillée, bien maquillée, comme aujourd'hui, par exemple, parce que voilà, on va être sur YouTube. Mais d'autres fois, je peux être en habit de sport, mal coiffée, pas maquillée, et ça ne m'empêche pas de représenter la féminité quand même sous un autre angle. Mais après, voilà, je pense que c'est pour moi surtout oser s'affirmer tel qu'on est. Après, moi, j'ai un grand questionnement par rapport à la féminité. C'est que, comme tu le sais, et peut-être nos auditeurs et auditrices le savent ou pas, je suis assez féministe. Et il y a toujours cette dualité, finalement. Est-ce qu'on ose montrer ses côtés très féminins, notamment à travers le soin de son corps, finalement, et être féministe en même temps. Il y a plusieurs mouvances, et puis on le voit aussi toutes ces dernières années, dans des choix, par exemple, face à la pilosité ou face au no make-up ou des choses comme ça. T'as mis des bottes, ça va, on pourra pas juger j'ai mis des bottes, aujourd'hui. On verra pas. Mais c'est une grande question pour moi, où pendant longtemps, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut être féminine physiquement, en poussant les traits, disons, et féministe. Et je pense que la réponse est oui, en fait. Parce que finalement, chacune et chacun fait bien comme il a envie. Donc voilà. Est-ce que tu as des figures féminines qui t'ont inspirée ? Enfin, typiquement, moi, je sais que c'est les premiers modèles que j'ai suivis, c'est ceux de ma famille. Ouais. Est-ce que toi, c'était ton cas ? Comme ça, je pourrais pas peut-être dans des artistes dans le monde de la musique, okay. Tu vois, des femmes comme Madonna, qui est quand même une légende, ou même des Beyoncé ou des Lady Gaga qui ont vraiment ont osé en fait se montrer comme elles avaient envie de se montrer. Je trouve ça assez inspirant. Après, il y a d'autres. Il y a d'autres artistes, si je prends par exemple la littérature, moi j'aime beaucoup une autrice qui est Virginie Despentes, qui est une figure du féministe. Je trouve que c'est une femme par ses propos, par ses écrits, qui est très inspirante aussi pour moi. Ok, intéressant. Et toi, Sarah, c'est quoi pour toi ta définition de la féminité ? Définition, je sais pas, mais justement avant je te disais que j'avais plutôt découvert finalement la féminité à travers mes figures maternelles, paternelle aussi du côté de mes grands-parents, etc. Je dirais que celle qui m'a le plus influencée, c'est mon arrière-grand-mère, qui est décédée quand j'étais assez jeune, mais qui était hyper extravagante en fait. C'était une Italienne. Elle avait les cheveux
violet roux. Elle s'habillait toujours hyper extravagant. Elle est d'ailleurs décédée à un arrêt de bus en rentrant de boîte à plus de 70 ans. Elle allait danser la salsa. Génial. Donc, ouais, c'est un personnage haut en couleur. Elle était complètement assumée. Et ouais, enfin, je me rappelle que dans la famille, on se disait, mais elle est complètement farfelue, etc. Et, enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça hyper, hyper chouette de s'assumer encore à cet âge-là. Même si j'étais hyper petite, ça m'avait marqué. Et par la suite, j'ai ma grand-mère qui était, tu sais, c'est aussi la culture italienne où elle prenait énormément soin de la famille. Donc sa fille. Ouais, sa fille. Donc elle faisait beaucoup de la cuisine, une cuisine incroyable. C'était vraiment sa manière de nous montrer son amour, etc. Elle était très dévouée pour sa famille. Pas très féminine, par contre, les cheveux courts. Voilà, elle prenait soin de ses ongles, mais c'était pas non plus une bombe, quoi. Et puis du côté de ma maman et de ma tante, elles, les opposés physiques, mais les deux très, très coquettes. Prenaient extrêmement soin d'elle, et les deux des femmes indépendantes qui ont divorcé toutes les deux aussi, donc des femmes au foyer, des mères célibataires finalement, donc ouais, beaucoup d'influence à ce niveau-là. Après, on en a déjà parlé, mais moi j'étais hyper complexée quand j'étais ado. J'ai l'impression que ça fait déjà 20 ans que ça s'est passé, c'est horrible. Pas loin. Mais voilà, sois poli s'il te plaît. mais ouais, j'étais hyper complexée quand j'étais petite parce que j'étais très fine, donc j'avais pas de forme. Au niveau du visage, je m'acceptais pas du tout. Donc, comme tu sais, hein, j'ai fait énormément de chirurgie esthétique pour modifier mon apparence. Donc ça a vraiment été un travail de fond dès le plus jeune âge. Et oui, je pense que j'ai complètement collé au stéréotype un peu de la blonde des années 2000. Encore récemment, on m'a dit tu ressembles à Paris Hilton. J'étais tellement vexée. Ouais, justement, est-ce que quand t'as entrepris toute cette chirurgie, est-ce que t'avais un objectif de ressembler à quelqu'un en particulier? À quelqu'un, non. Non, je trouve ça triste de vouloir ressembler à quelqu'un. Oui. Alors, il y en a qui le font. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles veulent toutes ressembler à Kim Kardashian. Ouais, ça passe un peu de mode. Ça passe, c'est mais devenu voilà, c'est des maintenant modes, les grosses poitrines, donc je sais pas. Mais non, j'avais pas de modèle physique, mais c'est vrai que j'ai grandi aussi dans mon adolescence avec beaucoup de latinas, donc c'était des femmes pulpeuses. Donc à ce niveau-là, c'est je crois la première opération que j'ai faite. Et puis non, sinon non, pas forcément d'influence physique au-delà de ça. Et puis pour tout ce qui est construction, on va dire sociale. On n'a pas forcément le même avis sur le féminisme, toi et moi. Comment je peux aborder ça ? Je trouve que c'est devenu un mouvement un petit peu trop extrême, on va dire, dans le sens où la cause est noble, évidemment. Moi, j'aimerais bien aussi que tout le monde soit égaux et puis qu'on ait les mêmes droits que les hommes. Mais je trouve qu'on a tendu un petit peu trop vers l'extrême inverse, c'est-à-dire où il y a une espèce de haine des hommes, où maintenant les femmes sont agressives quand elles se font draguer parce que tout de suite c'est vu comme du harcèlement, etc. Et je trouve dommage qu'on n'arrive pas à trouver finalement l'équilibre vers lequel on tendait. Je dis pas que c'est pour toutes les femmes pareil. Oui, je pense qu'il faut nuancer. Je comprends ton propos. Après, je pense il faut le nuancer. Il y a différentes formes de féminisme. Oui, bien sûr. Aussi. Mais tu vois, quand j'entends mais moi, un homme, il faut pas qu'il m'ouvre la porte parce que c'est bon, je suis assez grande pour le faire toute seule. Ouais, ok. Peut-être pas tout le temps, mais une fois sur deux, tu vois. J'aime bien qu'on m'ouvre la porte, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense que voilà, c'est nouveau comme toute généralité, peu importe le sujet. Il y a des débordements qui peuvent avoir lieu. Moi, j'aimerais bien que le féminisme n'existe plus. Ce jour-là, oui, que ce soit juste ça voudra dire que l'égalité est atteinte à tous les niveaux et ce serait magnifique. Complètement. Mais c'est joli aussi ce que tu parles de construction. Tu vois, c'est vrai que quand tu m'as posé la question, tu me parlais de ton arrière-grand-mère. Et moi, j'ai aussi beaucoup ma grand-mère maternelle, que j'aimais énormément, qui est décédée il y a plusieurs années, qui était un beau modèle aussi pour moi de féminité, que ce soit par son apparence, parce que c'était une femme très coquette. Jusqu'à la fin, elle avait une belle chevelure blonde qu'elle se teignait, elle prenait soin d'elle, elle mettait des beaux vêtements, etc. Tant par un comportement aussi qui était finalement assez avant-gardiste pour l'époque, parce que voilà, c'était une femme tout à fait indépendante, elle me ressemblait pas mal, hein, c'était une bonne vivante, qui aimait bien manger, boire un petit coup et qui fumait aussi, qui assumait qui elle était, et elle a que des filles qui sont aussi, dont ma maman, qui s'assument pleinement à leur manière finalement chacune, mais dans leur féminité également.
Donc c'est des jolis modèles aussi. Ah, c'est intéressant. Ça me fait penser que du coup, moi, je suis l'aînée d'une fratrie. J'ai 3 demi-frères et j'ai 2 cousins. Et je suis la plus grande. Et donc, la seule fille, en fait, je me rends compte que je suis la seule fille de la génération, quoi. Enfin, la génération, on est sur 2 générations quand même, mais, mais ouais, je pense que c'est aussi un impact. Et franchement, je me suis toujours dit, mais j'ai tellement de chance d'être l'aînée. Parce que mon cousin, il avait juste une année de moins que moi, et je voyais déjà comme il était possessif, enfin, pas possessif, mais protecteur. Notamment quand on a commencé à sortir en boîte, etc. Je venais un peu avec lui, ouais, totalement. Il était très, très protecteur et c'était trop chou. Mais c'est vrai que je me suis dit, heureusement que je suis plus âgée parce que je peux encore dire, oh, c'est bon, je me débrouille, j'ai pas besoin de toi. C'est moi la grande. C'est ça, exactement. Ouais. C'est clair. Après, récemment, parce que moi j'ai toujours eu un rapport un peu particulier avec les femmes, dans le sens où je trouve toujours dommage, il y a toujours eu un petit peu une sorte de compétition. Enfin, pas de compétition, mais peut-être de concurrence indirecte, sans forcément le vouloir, mais moi, j'ai jamais été forcément appréciée quand j'arrivais à quelque part, alors que tu je suis saurais souriante, dire pourquoi, et voilà. Tu penses ? Je pense que j'ai déjà l'étiquette où, je pense un petit peu comme toi, on a le stéréotype de la blonde aux yeux bleus, donc une typologie froide. Donc tout de suite, t'es hautaine, tu te la pètes, pour qui tu te prends, etc. C'est juste que je suis pas du Sud et que du coup, on me qualifie pas de chaleureuse. Mais je vous assure, tout va bien, je souris, je sais faire des blagues aussi. Je suis aimable, je suis sympathique. Enfin, quand je décide. mais ouais, donc il y avait déjà ça. Il y a le fait aussi que il y a tout l'aspect mannequinat aussi, où forcément, quand tu arrives dans une boîte, moi, on tapait déjà mon prénom et mon nom, puis on allait me checker sur les réseaux ou ailleurs, et j'avais déjà ah ouais, mais de toute façon, elle fait des photos. Donc, oui, le stéréotype de la mannequin jolie, mais pas forcément très intelligente. Mais j'ai eu des remarques, des fois en direct, style en tout cas, elle est mieux en photo qu'en vrai. Et tu te dis genre, waouh. Et les gens te disaient ça en direct? Non, on me le disait, on le rapportait par d'autres biais. Tu l'entendais. Enfin, si, une fois, il y en a une qui m'a dit, mais en tout cas, c'est marrant en photo. Je dis oui, enfin, il y a de la retouche. C'est comme sur les publicités. Et ça venait plus de femmes, finalement, ce type de critique? Toujours. Ouais. Non, les hommes, ils étaient toujours là, tu fais de la photo, c'est trop bien, je peux voir. Mais bon, ok. Mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de jalousie, et ce qui est dommage, parce qu'au fond, on devrait se soutenir entre nous. Mais c'est vrai que tu remarques souvent dans des milieux professionnels où il y a beaucoup de femmes, ou plus de femmes que d'hommes, ça peut être un petit peu problématique et tendu parfois. Il y a qu'un seul endroit où j'ai pas ressenti ça, du coup, c'est quand j'ai commencé à faire de la danse burlesque, du cabaret. Dans une école ici à Genève. Ouais. Et là, il y a vraiment une forme de sororité assez incroyable, avec des typologies complètement différentes. Et justement, avant, tu parlais de la pilosité. Je me rappelle une fois danser avec une fille que je connaissais pas forcément, puis arrive ce moment où elle lève les bras et... Et du coup, ça m'a un peu choquée. Puis après, je me suis dit, mais c'est intéressant de savoir, de voir pourquoi est-ce que ça me dérange au final. Pourquoi ça vient me déranger alors que, en fait, c'est pas mon corps. Et c'est pas comme si elle venait proche de moi ou qu'elle se frottait ou comme ça. Ses poils sur toi. C'est ça. Et du coup, au fil des cours, j'ai appris à m'habituer un petit peu à ça, parce que c'est vrai que c'est différent de ce que j'avais l'habitude de voir. En plus, c'était très tatoué, très un peu, tu sais, dans cet esprit de sorcière. Enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la tarologie, les pierres, un peu gothique etc. aussi, ou non, pas vraiment. Non, pas tant que ça, mais un look assez affirmé, quoi. Et donc, du coup, diamétralement opposé au mien. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant, parce qu'en tant que personne, je l'apprécie beaucoup. Mais physiquement, au début, j'avais je vais pas dire un dégoût, parce que c'est pas du tout le cas, mais j'avais quelque chose qui me titillait en me disant, ça me dérange. Qui t'interloquait, peut-être, tu te disais, c'est ça. C'est étrange, ou c'est pas... Exactement. C'est pas habituel. C'est ça. Parce qu'on nous a pas montré que des femmes avaient des poils sous les bras, effectivement. Mais journaux. Non, mais, tu veux, quand tu regardes la publicité, la télé... tu vois rarement. Mais ça, tu le vois aussi chez les hommes, récemment. Oui, je parlais de ça avec la directrice de l'agence de mannequins avec laquelle je bosse. Et justement, il y a un mec qui s'est présenté là récemment, il avait un peu de poils sur le torse. Et puis il m'a demandé, mais du coup, pour les photos, est-ce que je dois enlever ou je dois garder? Et j'étais embêtée parce que moi, je préfère un homme qui a un peu de poils, mais je sais que la directrice, elle déteste. Okay. Et du coup, je me suis dit, je sais pas quoi vous répondre. Je pense que ça dépend après des clients, finalement. Oui, bien sûr. Mais du coup, on est de nouveau sur ces canons de beauté qui sont définis. Et finalement, tu te dis, mais elle est où mon identité là-dedans? Et qui évolue en plus au fur et à mesure des années, parce que les critères de beauté
de 2000 ne sont pas les mêmes que de 2025 non, malheureusement. non plus. Mais ça revient. Mais ça revient. Mais c'est intéressant, je trouve, pour en revenir au burlesque. Oui, pardon. Je pense alors moi je connais pas trop, enfin j'ai jamais fait de burlesque. Okay. Ça m'attire beaucoup. Je trouve que ça a l'air. On a eu dans l'émission de radio à laquelle on participe toutes les deux, on a eu une performeuse burlesque qui venait parfois. On lui fait un petit coucou si elle nous regarde. Et j'aimais beaucoup en fait la façon dont elle nous parlait de ce monde où j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment une forme pour exprimer à fond sa féminité, peu importe la nature, parce que de ce qu'elle nous disait, finalement, chaque personnalité, chaque danseuse avait sa propre féminité, sa propre personnalité aussi, et l'explorait d'une certaine manière. Ouais. Et j'aimais beaucoup ce côté un peu de liberté, comme ça, où on ose, et peu importe son physique. Elle nous disait, t'avais des femmes minces, des femmes rondes, des petites, des grandes, des jeunes, des plus âgées. Il n'y avait pas de... Finalement, ces questions-là ne se posaient pas. C'était juste l'art qu'on regardait et pas basé sur des critères physiques. Ouais. Et je trouve ça très chouette comme approche. Effectivement. Moi, c'est un truc qui m'interpellait un petit peu parce que du coup, comme c'était une école de danse, y a toujours ce côté où effectivement tu as de la bienveillance féminine, où c'est un moment où tu es que entre femmes, mais après il y avait toujours ce côté où il y a un spectacle en fin d'année. Oui. Et je trouve que c'est très différent de s'entraîner, d'être entre nous, de s'assumer, mais en petit comité. Ouais, sans un regard extérieur. Exactement. Et après passer sur la scène, moi c'est un truc où je l'ai fait mais j'ai jamais été à l'aise. Et au final, je me disais, mais en fait, en plus, le cabaret, c'est souvent assez dénudé, c'est assez sexy, etc. Il n'y a pas beaucoup d'effeuillage, mais il peut y en avoir aussi. Et finalement, c'est qu'est-ce que tu gardes pour toi et qu'est-ce que tu montres. L'image de ces dernières années, je trouve, de la femme, tu vois, typiquement dans l'habillement, par exemple. Moi, ça me choque toujours de voir, par exemple, les Américaines, les Anglaises sortir en boîte de nuit. Je ne sais pas si tu as déjà vu des photos. Non, pas particulièrement. Elles ne sont pas vraiment habillées, quoi. C'est vraiment minimaliste et on voit tout, il n'y a pas de surprise. Limite, ce qui serait sexy pour un homme, ce serait peut-être de la rhabiller en fin de soirée, mais c'est hyper, c'est hyper aguicheur, il n'y a pas forcément de mystère et je trouve qu'on tombe vite dans le vulgaire. Après, de nouveau, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être un choix de montrer sa féminité, justement, poussée à son extrême. Après, pour moi, la question finalement qui est derrière, c'est est-ce que c'est une vraie volonté ? Parce qu'auquel cas, je pense que chaque choix qu'on fait en âme et conscience est OK. Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui viendrait de l'hypersexualisation qu'on peut voir dans les médias à travers certaines influenceuses bien sûr. Ou stars de la télé, de la musique, etc. Je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Tu sais, c'est cette tranche d'âge où finalement, pour appartenir à un groupe, tu dois lui ressembler. Sinon, tu ne fais pas partie de l'équipe. Ouais. Donc, c'est un peu les années où toutes les filles s'habillent un peu toutes chez Zara, s'habillent toutes de la même manière. Et il n'y a pas forcément d'identité propre, finalement. Ouais. Comme tu disais, elles font de la chirurgie, elles font toutes le même nez, elles font toutes les mêmes lèvres. Et puis finalement, c'est un petit peu des sosies, quoi. Ouais, et c'est ça qui est dommage. Et je pense, comme tu le disais, avec le temps, peut-être on s'individualise plus et on a plus de facilité à s'assumer tel qu'on a envie d'être. Ouais, puis à s'accepter aussi, peut-être, parce que, comme je pense beaucoup de femmes et certainement d'hommes finalement aussi, on a tous aussi et toutes nos complexes. T'en parlais quand tu étais plus jeune. Et des fois, c'est difficile de les assumer auprès des autres. Donc, on a tendance... je sais pas, si je prends un complexe physique, par exemple, on aura tendance peut-être à le cacher avec des vêtements ou à le cacher avec du maquillage ou avec des filtres. Ou avec des filtres sur les réseaux sociaux, tout à fait. Et du coup, mais tu penses pas que ça participe justement à encore accentuer ces stéréotypes-là Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de réussir à s'assumer, dire, ok, oui, je suis pas parfaite par rapport à ce que je peux voir dans les magazines ou ma vision de la perfection. Mais en fait, c'est pas grave, je suis comme je suis. Et puis, de l'assumer, voire même d'en jouer, pourquoi pas. Je pense que ça prend du temps. Ça prend tout un cheminement, tout un développement, qu'on le fasse seul ou qu'on se fasse accompagner dans ce développement-là. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu assumes qui tu es, tu assumes ta féminité, peu importe comment elle se dévoile. Oui. En fait. Après, ça m'amène à un autre sujet qui est le fait que
y a quand même des avantages à être jolie. Et je pense que dès que tu es jeune, tu le comprends assez vite. Oui. Déjà, par rapport aux hommes, il y a un avantage à être une femme, on va pas se mentir. Tu as envie d'aller en boîte, tu rentres facilement, tu pas besoin d'être accompagnée, voilà. En général, pour tout, si tu es une femme, moi, je pense que tu as plus de facilité dans certains domaines, pas dans tout. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de privilèges. Et la société d'aujourd'hui, et plutôt même d'avant, je dirais, on a beaucoup valorisé le paraître. Le fait que maintenant, tu n'as pas forcément besoin de réfléchir, il suffit de juste vendre ton image et te faire un paquet de blé. Tu parlais de Kim Kardashian, mais c'est ça. Hein. Ouais. Je dis pas qu'elle est bête, évidemment, il y a toute une famille derrière, etc. Mais de base, elle est quand même partie d'une vidéo pour adultes. Oui. C'est pas là qu'elle a montré son QI le plus intelligent, enfin son cul, mais peut-être pas son QI. et voilà, tu vois, donc c'est assez questionnant quand même de se dire... Et l'apparence fait beaucoup aussi dans le milieu professionnel. Moi, je l'ai vécu, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais la vingtaine. J'ai souvent fait des variations de poids avec mon physique depuis adolescente. J'ai eu un peu tous les physiques, très minces, beaucoup moins minces, enfin, ça variait. Et dans une même entreprise où je bossais plus jeune, j'ai eu une période où j'étais assez forte. Et puis, j'avais fait un gros régime où j'avais perdu plus de 20 kilos. Et c'était assez fou. Alors, je me suis toujours posé la question si finalement il y avait une part aussi peut-être dans ma tête, puis aussi de manière de moi m'exprimer et les latitudes corporelles. Mais je remarquais vraiment un changement de comportement de la part de mes collègues du avant le régime et du après le régime. Et après le régime, quand j'avais réussi à obtenir le corps qui me correspondait à l'époque, forcément, je devais certainement avoir l'air un peu plus épanouie. Et les gens étaient beaucoup plus avenants avec moi dans le monde professionnel, mais même d'ailleurs en dehors du monde professionnel. Je sentais qu'il y avait plus de plaisir à... Je ne sais pas comment l'exprimer, à m'aborder, à venir vers moi, à me parler. Et je trouvais ça assez questionnant, en fait. Moi, ça a été prouvé que les personnes qui sont belles, que ce soit des hommes ou des femmes, par exemple, dans un tribunal, on leur accorde une peine moins élevée. C'est un physique qui est avantageux. Ouais, c'est un biais, en fait, psychologique, tout simplement, où on se dit, cette personne, elle a plus de bienveillance. Ce qui est horrible, en soi. Ce qui est horrible. Et qui, en plus, tu choisis pas forcément le physique que tu as. Tu n'es pas forcément ronde parce que tu manges n'importe quoi. Il peut y avoir des maladies aussi ou autres. Et puis, ça n'aide surtout pas à changer ces critères qu'on nous impose depuis des années sur... quel est le corps parfait ou qu'est-ce qu'est la beauté, tu vois. Et en fait, quand tu es face à ça, ça ne fait que te conforter que oui, il faut être jolie, il faut être propre sur soi, être fine, être athlétique pour avoir du succès, que ce soit professionnel, en amour, en amitié, enfin dans tout type de relations. Je pense que des deux côtés, c'est un petit peu pareil pour les hommes aussi. Et ils doivent aussi avoir des pressions, tu vois, je pense avoir un physique athlétique. De plus en plus. Ouais. J'ai l'impression qu'à l'époque, quand moi j'étais très jeune, il y avait beaucoup moins cette pression-là chez la gente masculine et que c'est devenu vraiment un phénomène de société aujourd'hui qui touche tout le monde. Et qui fait débat. Parce que tu vois, les jeunes hommes aussi, ils vont souvent beaucoup à la musculation. Enfin, il y a ce stéréotype du corps musclé avec des abdos sans poils. Et ouais, on est tous, on est vraiment tous touchés par ça. Il y a eu l'époque aussi de la barbe, je crois. Ça faisait aussi l'effet de mode. Tout à fait partie, mais voilà, mais c'est intéressant effectivement et d'être une femme aussi dans le milieu professionnel. Au-delà de l'aspect physique, c'est aussi la place que tu prends. Dans le milieu professionnel. Je ne sais pas si toi, tu as eu plusieurs carrières, tu nous avais raconté en premier épisode, dans plusieurs domaines d'activité. Est-ce qu'il y a des domaines où ça a été plus ou moins difficile d'assumer ta féminité ? Oui, à l'aide sociale. En fait, je suis passée donc, de l'aviation privée, donc le milieu du luxe, où c'était talons, jupe obligatoire. Okay. C'était très justement cliché. Je devais faire jolie à l'entrée, clairement, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est pour ça que j'avais été engagée d'ailleurs. Ça on m'avait dit clair et net. Je me rappelle, j'étais allée à l'entretien d'embauche. Mais complètement. C'était dans une boîte de placement. J'y étais allée en tailleur, pantalon, les cheveux attachés et puis maquillée léger. Et la recruteuse, je me rappelle toute ma vie, elle m'a regardée, elle m'a dit bon, super, par contre ça va pas le faire. Puis je la regarde comme ça, je dis mais comment ça ? Elle m'a dit le jour de l'entretien, je veux talons, maquillage, cheveux détachés et jupe ou robe.
Puis je me suis dit, mais elle m'a foutu une appréhension. Je la regarde, je dis, puis je dois passer sous le bureau aussi, ou ça se passe comment? Puis elle éclate de rire et elle me dit, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, voilà, ils ont envie d'une figure féminine. Et je dis, ouais, ok. Et quand j'arrive dans les bureaux là-bas, je me rappelle, ils avaient une statue d'une nana, tu sais, c'est un peu ces pin-up des années 20. Ouais, un peu plus tard, parce qu'elle était hyper pulpeuse, le décolleté plongeant, puis elle était en train de chevaucher un avion. Enfin, c'était hyper... Je sais pas si c'était un avion ou un... Mais là, on était dans l'hypersexualisation même. Ouais, mais c'était mon premier vrai job. J'avais 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, j'y suis allée en bombe, comme si je sortais en boîte, alors que c'était un entretien d'embauche. Et j'avais fait l'entretien, effectivement, avec des hommes et une femme qui était assistante de direction et qui, elle, avait déjà une 50aine d'années. Et je me suis fait dévisager par elle, de haut en bas, comme si j'étais... Voilà, alors que c'est comme ça qu'on m'a demandé de venir. Et du coup, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Et après, quand j'ai fait le saut du monde du luxe à l'aide sociale, à l'hospice général, c'était l'inverse. C'est-à-dire que justement, à plat, démaquillé, basket, jeans, le moins sexualisé possible, parce que c'est horrible ce que je vais dire. Tu te faisais juger aussi. T'arrives dans un milieu de gauche où, je m'excuse, mais les assistantes sociales, elles ont aussi un peu le stéréotype de la nana qui porte pas de soutif, qui s'épile pas forcément. Alors pas toutes, hein, mais c'est un peu comme ça que... Parce qu'elle prend soin des autres, c'est ça. plus qu'elle ne prend donc soin du coup, d'elle. exactement, c'était un peu ça. Stéréotype. Ouais. Donc j'ai jamais... les peu de fois où j'ai mis des talons comme ça là-bas, j'étais tout de suite... il y a le mannequin qui arrive, quoi. C'était là, mais... ouais, mais en fait, tu te dis que peu importe finalement le milieu... Tu te feras toujours juger quand tu es une femme. C'est ça. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré mon premier vrai job, j'ai bossé pendant très longtemps, dans le milieu bancaire. Ouais. Et quand j'ai commencé, j'étais vraiment jeune, j'avais le début de la vingtaine. Et j'avais mon portefeuille, mes clients, au départ, j'avais pas mon propre portefeuille. Après, j'ai eu mon propre portefeuille. Mais c'était hyper difficile en tant que femme et en tant que jeune femme, surtout, de s'imposer finalement. Je me souviens que les clients, je devais redoubler d'efforts, je dirais, par rapport à mes collègues masculins. Pour être crédible. Pour leur montrer que oui, je savais de quoi je parlais, que oui, j'avais les compétences, alors qu'un collègue masculin aurait pu aller au rendez-vous avec les mêmes clients. Et juste de l'apparence, ça aurait passé tout de suite. Ouais. Et c'était un peu ce sentiment qu'il fallait finalement constamment se battre pour prouver ses capacités, ses compétences. Et sa légitimité. J'ai trouvé ça assez difficile. Après, dans l'emploi que j'ai actuellement, qui est dans un milieu de l'éducation, où là, effectivement, on est plus dans un milieu de gauche aussi, de base, et où c'est beaucoup moins jugeant, parce que justement, on prône quand même l'inclusivité dans ces milieux-là. Donc, du coup, je pense qu'il est plus... Je ressens en tout cas que c'est plus facile de faire ma place. Aussi, certainement, parce que je m'impose plus que j'osais le faire à la vingtaine, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qui te caractérise et qui me caractérise aussi. Mais c'est vrai qu'on a des énergies assez masculines, malgré tout. Oui. Tu sais, moi, personnellement, j'ai aucun problème à m'imposer, à faire ma place dans un groupe, etc. Mais t'as toujours été comme ça non, ou ça a évolué? Ça a évolué, mais c'était assez rapidement le cas, en fait. Ouais. Parce qu'il y avait un peu ce côté revendicateur de dire, en fait, non, je vous emmerde et j'ai envie qu'on m'entende aussi. Ouais, et ça me pose pas de problème si je dois élever la voix et puis pousser des épaules. Mais ça, c'est un truc par d'autres femmes aussi, ça m'avait été un peu... pas reproché, mais on m'avait dit, en tout cas, t'impressionnes quand on te voit. Ouais. Je dis mais comment ça? Parce que femme soit belle et tais-toi, quoi. Sois discrète et c'est pas ce qu'on te demande d'être, quoi. Et t'es là, non, en fait, chacun a le droit de prendre sa place. Bien sûr. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'on t'a reproché aussi ou pas? Oui, on me l'a eu reproché aussi. Après, moi, je sais que plus jeune, au départ, j'étais très timide et introvertie. On dirait pas comme ça. Mais ça a évolué aussi au fil des années. Au début de ma carrière, je n'osais pas forcément trop dire les choses. J'exécutais ce qu'on me demandait. Je faisais mon job. Et puis voilà. De temps en temps, je m'exprimais quand même, mais c'était pas la même manière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un avis, je vais le donner. Alors, évidemment, je suis polie, je suis respectueuse, je vais le faire dans les formes de l'art, mais voilà, je vais pas hésiter à me montrer telle que je suis, même dans le milieu professionnel. J'ai décidé que voilà, tant que tu respectes l'autre, ta hiérarchie, tes collègues, c'est aussi ça qui donne quelque chose d'intéressant dans une équipe, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice avec sa propre personnalité. Mais oui, j'ai un souvenir, un vieux souvenir, là, j'étais toute jeune,
J'ai tendance, moi, à jurer beaucoup. Surtout quand je suis concentrée sur une tâche ou sur un truc qui m'énerve. Je peux jurer à voix haute, mais j'insulte personne en particulier. C'est pas visé. Et je me souviens à l'époque, donc dans le milieu bancaire, j'étais dans un open space et je ne sais plus exactement ce que je faisais, mais j'étais en train de travailler sur mon ordinateur et puis c'était vraiment une tâche compliquée. Et puis je crois que ça devait être problématique à ce moment-là. Et puis je commence à jurer devant mon ordinateur, mais enfin je n'agressais personne. Et là, je me souviens d'un collègue, d'un monsieur d'un certain âge, donc aussi d'une autre époque, qui vient vers moi et qui me dit Vanessa, tu sais, des mots comme ça dans la bouche d'une jeune fille, c'est vraiment pas joli. Sur le moment, j'ai rien osé dire. D'ailleurs, je lui ai jamais rien dit. Et avec le recul, je me suis dit, mais en fait, c'était pas OK ce genre de phrase. Alors, ça peut t'importuner que je dise des insultes, ça c'est une chose. Mais lui, ce qui l'importunait, c'est que ça venait d'une jeune femme. Et qu'il y avait ce cliché de une jeune femme, elle doit être polie, elle doit être discrète, elle doit pas être injurieuse. Tu penses qu'il l'aurait pas dit à un jeune homme ? Non, je pense pas. Non, parce qu'il avait vraiment appuyé, mis l'accent sur le fait que une jeune femme n'a pas à dire ça. C'était pas une personne, un collègue, une collègue n'a pas à dire ça. C'était vraiment une jeune femme. Et ouais, ça m'avait, avec le recul, je me suis dit, mais non, en fait, une jeune femme a autant le droit d'être injurieuse qu'un jeune homme. Et c'était pas OK. C'est pas OK, ouais. Mais tu vois, c'est des trucs que tu apprends avec l'expérience. Et oui, sur le moment où tu te rends aujourd'hui, quelqu'un vient. Alors, il me dirait plus, t'es une jeune femme, mais aujourd'hui, un homme viendrait vers moi en me disant de la part d'une femme, c'est pas joli de parler comme ça. Je saurais quoi lui répondre. Oui, moi, je sais ce que tu répondrais aussi. Je me tairais. Ça commencerait par je te. Ouais, c'est ça. Donc, en parlant d'injonction, justement, il y a aussi ce truc de mais t'es pas encore maman ? Oui, mais ça c'est terrible. Mais je pense que c'est la pire injonction d'ailleurs que les femmes subissent. Ça change, mais c'est quand même présent, encore et toujours. Déjà, tu le remarques quand tu es en couple. Moi j'ai des enfants, même avant d'avoir des enfants, c'est cette pression sociale quand les gens remarquent que ça fait un petit moment que tu es en couple ou alors que tu as atteint un certain âge. Oui, alors le mariage c'est pour quand ? Et puis les enfants c'est pour quand ? Et moi je trouve ça terrible parce que tu peux ne pas avoir envie d'avoir d'enfants. Tu peux avoir très envie d'avoir des enfants, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a des femmes qui attendent des années et des années avant de pouvoir combler un désir de maternité, en passant par des étapes atroces, même au niveau médical. Et en fait, c'est comme si, pour être une femme, pour représenter la féminité, il fallait être une mère. Il fallait passer par la maternité. Et toi, justement, qui n'es pas maman... Et qui ne pense pas l'être. Ne pense pas l'être. Ouais, je sais pas. Après, il y a que les fous qui changent pas d'avis, comme je dis toujours, mais non, je pense pas. Mais comment tu vis ça ? Parce que j'imagine que tu as déjà dû avoir des remarques de proches, d'amis ou de c'est toujours la même chose. Ah, mais c'est parce que t'as pas trouvé le bon. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça, quoi. J'ai d'autres projets, d'autres réalisations, et peut-être, pourquoi pas. Après, moi, j'ai jamais été fermée, par exemple, à l'adoption. Toi, je sais que c'est un sujet aussi qui te parle, mais moi, j'ai aucun souci avec ça, donc je me suis toujours dit, si au pire, la date de péremption est arrivée, il y a toujours des solutions. En fait, c'est ça, c'est que les gens pensent que ça y est, c'est fini, après je pourrais plus. Après, t'es périmée. Mais c'est comme pour tout, c'est comme on dit, c'était les actrices récemment là qui disaient au-delà de 50 ans, c'est fini, tu n'es plus une actrice. Tout à fait. Mais qui a dit ? Redéfinissez juste les choses. C'est souvent le problème. La femme, passée un certain âge, j'ai l'impression qu'elle passe aux oubliettes. Elle est plus bonne à rien. Dans le mannequinat, on a ça, tu vois. On a l'inverse où on se dit toujours l'apogée, c'est entre 15 et 25 ans. Et après, de 30 à 35 ans, tu passes en modèle senior. Tu te rends compte, senior. Ouais. Et les hommes, c'est l'inverse. Avant 30, 35 ans, c'est des bébés, ils travaillent quasiment pas. Ouais. Et à partir de 35 ans jusqu'à 60, c'est l'homme viril, le daddy, limite quoi. Avec un petit peu les cheveux blancs, comme ça. Il est à son apogée, machin. Et voilà. Et tu te dis, mais dans les deux sens, il y a quelque chose qui joue bien pas, sûr, quoi. Mais sûr. pour revenir à la maternité, ce qui me choque à chaque fois, j'en ai parlé encore avec ma meilleure amie il y a pas longtemps. Elle me disait, tu sais, on a le même gynécologue. Elle me dit, tu sais, notre gynéco, il me stresse un peu parce qu'à chaque fois que je vais le voir, il me dit, puis vous êtes toujours avec votre copain? Et puis elle lui dit, oui, ça fait 5 ans. Ah, vous savez, va falloir me dire si vous voulez enlever la contraception parce que ça va être une grossesse gériatrique. Puis elle est là, mais j'ai 33 ans, qu'est-ce que vous me parlez de grossesse gériatrique en fait? Mais en fait, ils considèrent déjà dans la médecine que c'est une grossesse gériatrique à cet âge-là. Mais surtout, moi, ce que je trouve scandaleux,
c'est que c'est pas en fait son rôle au gynécologue de te mettre cette pression sociale. Justement, on a eu ce débat-là et elle me disait, mais il me le disait pas, c'est pas avec de la malveillance qu'il le dit. C'est juste qu'il disait, en fait, oui, il y a des pourcentages de chances qui diminuent avec les années. Et il disait, moi, je suis obligée de vous le dire, en fait, parce que j'ai pas envie qu'après, vous me disiez dans quelques années, en fait, on m'a pas prévenu. Puis je pense qu'il doit aussi voir tellement de femmes qui arrivent pas. Oui, bien sûr. Que de le dire, bien sûr. Tu vois. Donc c'est délicat. Je pense que c'est effectivement un sujet qui est intéressant que les gynécologues puissent aborder avec leur patientèle. Après, je pense qu'il y a l'art et la manière de le faire. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils devraient apprendre à pouvoir le dire sans que ce soit compris ou reçu comme une injonction ou comme quelque chose. Parce que voilà, si tu es face à une femme qui, dans sa tête, c'est très clair, elle ne veut pas d'enfant, tu vois, tu peux amener peut-être la question d'une manière un petit peu plus ouverte et en parlant de faits scientifiques avérés sans... Mais je pense que peu importe la manière dont il l'amènerait, finalement, c'est la redondance de à chaque rendez-vous annuel, il lui demande, ce qui, en soi, qui est légitime malgré tout, tu vois. C'est un peu trop. À un moment donné, si tu le dis une fois, normalement, la personne, elle est consciente de la chose. Après, ce que tu y penses avec le nombre de patientes que tu vois, je sais pas. Si je dois faire l'avocat mais peut-être de mettre dans ou du moins que tu vois que si tu as une patiente, par exemple, qui dès le départ te dit, moi, c'est très clair, je ne veux pas d'enfant. Je veux dire, ils notent suffisamment de choses, les médecins, dans leur dossier pour pouvoir aussi noter ce type d'informations. Oui, bien sûr. Après, c'est quelque chose... moi, depuis des années, je leur dis, mais ligaturez-moi les trompes, quoi. Non, avant 40 ans, non. Non, parce que vous pouvez toujours changer d'avis. Je dis, ça fait quand même 15 ans que je vous le dis. Ouais. Mais ok, soit, on continue le processus. Après, donc tu peux même pas t'exprimer, finalement. Tu peux, mais ça veut dire que tu dois passer par une psychothérapie. Faut vraiment qu'il y ait un truc qui dise j'ai décidé, quoi. Ouais. C'est comme le discernement. Validé finalement par un professionnel de la santé mentale que c'est pas juste une folie, une lubie, un truc. Je pense parce qu'ils ont peur que tu te retournes contre eux après, tu vois. Ah, mais en fait, vous m'avez opéré d'un truc qui est pas... on peut pas revenir en arrière, et du coup, après, je vous attaque parce que finalement, j'ai changé d'avis. Je pense qu'il doit y avoir de ça, mais c'est... Mais c'est vrai que cette question de la maternité et de la féminité, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et autant, dans ton cas, pour les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, mais même pour les mères. Tu vois, tu as l'impression... Moi, j'ai eu cette impression, après avoir eu mes enfants, alors pas avec toutes les personnes que je croisais, mais avec certaines personnes, que finalement, avoir des enfants, c'était l'apogée de la féminité. Tu avais atteint le sommet du truc. Et pour moi, j'aime mes enfants plus que tout au monde, mais c'est pas mon rôle de mère qui me définit en tant que femme, très clairement. J'aime ce rôle-là, j'y prends du plaisir, mais c'est pas ça qui me définit. Je suis d'autres choses. Je vis pas à travers mes enfants. Tu as des femmes qui la maternité, c'est vraiment une révélation et ça les définit. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, nouveau, c'est des choix très personnels. Mais c'est ça. Mais ça a ce côté. Moi, je sais que ça m'énerve beaucoup quand on me définit comme une mère. Non, je suis plein d'autres choses, tu vois. Et puis ça peut être aussi, tu vois, tu as des femmes qui deviennent mères, mais qui finalement se rendent compte que c'est pas forcément ce qui leur correspond. Et c'est d'autant plus difficile d'accepter. Bon, ça, on en parle de plus en plus, les dépressions postpartum, justement. Heureusement. Ouais, mais on parle de postpartum, mais tu sais, ça peut durer longtemps. Enfin, ça peut être toute la vie. Moi, c'est encore des arguments qui me donnent encore plus envie d'en faire. C'est quoi, tu dis ? C'est encore plus des arguments qui me donnent envie d'en faire, quoi. Franchement, je sais pas si les gens qui ont des enfants se rendent compte du discours qu'ils tiennent dans les cafétérias à leurs collègues. Mais c'est horrible, hein. Pour une personne qui n'a pas d'enfant. Mais vous dormez pas, vous baisez plus, vous ressemblez à rien, vous prenez du poids. Enfin, franchement. C'est rare que j'entende « Ah, moi, c'est génial depuis qu'il est né. » Mais tu vois mais bon, après, si les gens recommencent et en font plusieurs, c'est normalement signe que... Franchement, moi, j'entends tellement de gens le dire parce que en fait, c'était l'autre qui en voulait. Qui en voulait. Ouais. Puis 15 ans plus tard, t'apprends qu'en fait, il y a eu de l'infidélité, qu'il divorce et que ça va pas. Arrêtez de nous vendre du rêve. Mais bon, c'est un parti pris. Mais c'est des choix que tu fais, ou que tu ne fais pas parfois. Mais en tout cas, pour moi... À moins que tu choisisses que ça te définisse, mais c'est pas quelque chose qui doit te définir, la maternité. Non, clairement pas. Mais après, c'est comme tu disais, c'est plein de petites phrases où en fait les gens se permettent de poser un avis sur des choses qui sont personnelles. Avant, tu parlais du poids. Moi, ça me paraît insensé de dire « Ah, t'as perdu du poids ?» Je t'emmerde, en fait, de quoi tu te mêles ? Mais les gens commandent tout le temps. Ou « Ah, tu t'es coupé les cheveux ?» Mais moi en fait... qui ai fait beaucoup dans ma vie de variation de poids,
En tout cas, les proches se permettent. Les personnes moins proches, t'en as quand même qui osent te faire la réflexion. Alors, en général, la réflexion, elle est plutôt dans le sens quand tu perds du poids. Ah, t'as perdu du poids et on te félicite. Et je trouve ça assez fascinant, en fait. De se féliciter. Bon, après, parce que... Mais parce que les gens, selon... En fait, tu sais pas, peut-être que la personne, elle a perdu du poids parce qu'elle a une maladie. Ouais, ou qu'elle est en dépression. Qu'elle est en dépression. Et c'est peut-être pas forcément la conséquence de quelque chose de cool, en fait. Et de nouveau, on est dans ce jugement. Alors, le pire, c'est ceux qui disent « Ah, t'as pris du poids » sur un air un peu dédaigneux. D'où on se permet de juger ça, en fait. Chacune, chacun, on fait comme on peut. Ouais. Et comme on veut, surtout. Donc... Claire. Donc voilà. Du coup, comme tu le sais, moi je fais des études de psychologie. Oui. Donc la question, elle se pose aussi de me dire à chaque fois quand je suis en cours, de voir la proportion de femmes par rapport aux hommes. Et de se dire, finalement, pourquoi est-ce que c'est un métier qui est un peu féminin, tu vois, féminisé. Oui. Et il y a toute cette caractéristique de l'empathie, où forcément c'est attribué à la femme. Ouais. Parce que la femme doit écouter, la femme est beaucoup plus à l'écoute et attentive. Doit prendre soin des autres. Exactement, aux émotions des autres, à lire un petit peu les émotions, tout ça. Alors qu'un homme, il doit faire un métier physique, un métier un peu plus manuel, où justement on va à la salle de sport et on roule des mécaniques. Enfin, tout ça, c'est encore un peu d'actualité, tu vois. Mais on le voit dans beaucoup de métiers. Tu prends même les métiers, tout ce qui est des soins infirmiers, des choses comme ça, tu as quand même une majorité de femmes. Bon, tu vois, je prenais mon gynéco avant. Typiquement, il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, quoi, mais tu vas avoir un gynéco ?» Je dis « mais vous n'avez pas idée du jour et de la nuit que j'ai vécu à ce niveau-là, vraiment. » Et souvent, ils sont d'ailleurs d'expériences faites, en tout cas, entre gynéco-hommes et gynéco-femmes. J'ai l'impression que les gynéco-hommes sont un peu plus doux, j'imagine, parce qu'ils ne savent pas la douleur que ça peut procréer. Du coup, ils y vont un peu plus avec des pincettes. C'est ça. Bon, c'est peut-être pas une majorité, mais en tout cas, de l'expérience. Non, mais toi, je sais pas ta première expérience chez une gynécologue, mais moi, c'était un traumatisme. C'était atroce. J'étais toute jeune, c'était une femme, elle n'avait pas été douce du tout. Ah non, mais pareil. Donc toi, en plus, t'es là, t'es jeune, tu connais pas bien ton corps. Moi, elle m'avait donné un miroir. Bon, vu que sûrement t'es jeune et que t'as jamais vu, tiens, alors voilà, je t'explique. Et puis j'étais sur mon truc traumatisée comme ça. Elle m'a filé un coton-tige comme ça. Elle a planté, puis elle me dit, alors comme tu peux voir, c'est très élastique. Moi, j'étais comme ça sur mon siège, j'ai dit, ok, plus jamais. Mais tu vois, tout ça aide pas non plus à la construction. Non, pas du tout. T'as 15 ans, non. De ta féminité et tout ça, c'est des trucs hyper traumatiques, quoi, qui te... Et pourtant, moi, c'est ma tante qui m'avait amenée, et c'était chez sa gynécologue. Donc ça veut dire qu'elle estimait que c'était ok, quoi. Ouais. Donc c'est de nouveau une histoire de perception. Oui, puis peut-être c'était une autre génération aussi. Ouais. Finalement, peut-être qu'à l'époque, on se posait moins de questions sur la douceur des soins. Enfin, aujourd'hui, ça fait beaucoup débat. Aussi la question du consentement. Je veux dire, combien d'histoires j'ai entendues de gynécos qui te font ton frottis annuel, puis qui vont comme des timbrés ou dans la pose d'un stérilet, etc. Alors qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus que dans les soins, il faut prévenir le patient des gestes qu'on va faire, et puis lui demander, surtout quand ça touche à une part d'intimité, son consentement pour pouvoir faire tel ou tel geste. Après, il y a aussi, je connais des amis qui me disent, quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, qui me dit, ça fait plusieurs années que moi, maintenant, mes entretiens, je les fais plus tout seul. Ouais. Parce que j'ai trop peur qu'on m'accuse d'harcèlement ou de quoi que ce soit. Donc maintenant, je fais constamment mes entretiens avec une collègue, parce que j'ai pas envie d'avoir un hashtag MeToo ou quoi que ce soit. Et donc c'est une collègue féminine qui vient, qui te dit ça. Non, c'est un collègue masculin. Ah, c'est un collègue masculin. Ah ouais. Okay. Et ils sont à deux, du coup, un homme et une femme, pour que justement ce soit perçu comme étant ok. Ok, bon. Après, alors moi, je sais pas, je fais des fois aussi passer des entretiens. On se met toujours à deux, mais c'est plus pour une question de parité. C'est intéressant d'être deux, à comparer aussi sa perception de la personne en face, en fait. Mais justement, ça aussi, je me posais la question quand je faisais passer des entretiens. Pour les jobs pour lesquels je faisais passer des entretiens, j'avais plus de femmes, en fait, qui se présentaient aussi. Et j'essaye toujours, maintenant, depuis quelques années, de sortir de ce truc, justement, de jugement du physique. C'est dur. Tu vois, c'est hyper difficile. Mais justement, d'aller dire, OK, le physique, c'est une chose, mais moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle soit compétente. Oui, bien sûr. Et puis qu'elle ait certaines caractéristiques. Mais tu penses que dans le recrutement, on peut être complètement objectif, franchement? Moi, je me souviens, à une époque, je mettais même du parfum d'homme pour mes entretiens. Ah ouais? Ouais, parce qu'on m'avait dit qu'au niveau olfactif,
Tu en imposes plus si tu as une identité qui est perçue comme étant plus masculine. Les talons parce que tu es plus grande, le rouge à lèvres rouge parce que les hommes détestent le rouge à lèvres rouge. Tous les signes qui sont finalement dits comme un peu agressifs, masculins si tu veux. Non, mais oui, je pense que fatalement, tu vas quand même regarder un peu le physique. Enfin, si j'ai une personne qui se présente à un entretien, qui vient habiller n'importe comment... allez, je te dépeins le gros stéréotype, mais les cheveux gras, les dents pas lavées, la tronche de travers... Oui, ça va. Alors après, ça dépend pour quel poste. Je dirais que finalement, si c'est un poste où tu es en back-office, où la personne voit personne, qu'elle est devant son ordinateur, si elle a vraiment des compétences, je pense que je vais essayer de faire abstraction de l'aspect physique. Après, moi, là, les postes en question pour lesquels je faisais passer des entretiens, c'était des postes où tu es directement en lien avec la clientèle. Du coup, là... Tu peux pas te permettre. Voilà, tu peux pas te permettre d'avoir une personne qui... montre une image où tu as l'impression qu'elle n'est pas forcément très propre. Ouais, tu vois. Ou très professionnelle. Ou très professionnelle. Mais ouais, c'est... En tout cas, tu vois, pour les... J'ai remarqué une chose, vu qu'on parlait un peu de ces stéréotypes de caractère où la femme doit plutôt se taire et être un peu docile. Et moi, au contraire, quand je vais interroger lors d'un entretien des femmes, je vais plutôt aller vers être attirée en tout cas par celles qui vont avoir du caractère, qui vont s'exprimer, chacune à sa façon. Mais pour moi, c'est vraiment un critère qui a son importance. Oui, parce qu'elle te ressemble finalement. Certainement, ça fait écho. Ça fait écho. Et je trouve, alors, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue, où c'est beaucoup plus des jeunes femmes, vu qu'on est dans le milieu de l'éducation, je trouve qu'elle... La génération aujourd'hui qui a la vingtaine, j'ai l'impression que les femmes, en tout cas par rapport à mon époque à moi, osent s'exprimer leur féminité, qui elles sont de plus en plus tôt. Et je trouve ça formidable. Enfin, je sais pas comment si tu vois aussi une différence de... Oui, mais alors pas dans ce sens-là. Moi, c'est dans le langage qui me choque, en fait. Je vois que je deviens une vieille, mais pour moi, une fille qui dit « wesh », j'ai vraiment du mal. Et pourtant, voilà, chacun parle comme il parle et chacun est comme il est. Mais les expressions de cité dans la bouche d'une femme, mais même dans la bouche d'un garçon, ouais, pour moi, ça reste dans toutes les bouches. Ça reste des enfants, en fait, quand ouais, tu parles comme ça. J'avais eu cette discussion avec mon frère où je lui avais dit, bon, maintenant, tu vas rentrer dans le monde professionnel, va falloir apprendre à parler correctement. Ouais. Puis il m'avait dit, mais comment ça? Je dis, ça va pas être possible. Ouais, mais ça, alors pour moi, ça, c'est... une problématique de société, mais qui n'est pas liée ni au genre. Mais c'est pas lié à l'éducation non plus, parce que c'est une personne que je connais qui a un niveau universitaire et qui vient d'une famille aisée. Ouais. Donc ça me questionnait aussi. Je me disais, mais comment est-ce qu'elle peut parler comme ça non, c'est pas lié à l'éducation, ni même d'ailleurs à l'endroit où tu évolues, même socio-culturel. Moi, je vois mes enfants qui sont encore jeunes, ils ont cette tendance à parler comme ça, alors qu'on habite dans un tout petit village à la campagne, tu vois, c'est pas... Il y a les réseaux sociaux, c'est pour ça. Ouais, non, parce qu'ils sont même pas encore sur les réseaux sociaux, mais il y a les copains qui ont des grands frères, des grandes sœurs, et c'est comme ça. Par contre, c'est vrai que régulièrement... surtout quand ils osent m'appeler frère, là, ça passe pas. Je les reprends en fait. Je dis non. Ça va pas être possible en fait. Ça va pas être possible. Tu peux m'appeler mère si tu veux, mais c'est tout. Voilà, exactement. Génitrice. Mais ouais, moi je trouve en tout cas ce qu'il faut retenir de tout ça. Pour moi, il n'y a pas une féminité. Il y a des milliers. Il y a autant de féminité qu'il y a de femmes, ou d'ailleurs femmes, parce que c'est quand même intéressant. Quand on parle de femmes, ça peut être aussi au niveau de l'identité sexuelle biologique, mais pour moi c'est aussi des questions d'identité de genre, où chacun et chacune se considère comme il le souhaite. Donc j'ai utilisé le mot femme, mais non, toute personne dans le féminin, se sentant féminin. Et d'ailleurs même des hommes se sentant hommes hétéro-cisgenres peuvent avoir une part de féminité aussi. Oui. Donc, qu'on étouffe malheureusement beaucoup trop avec... Mais comme nous, on a une part de masculinité, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure dans le caractère rapports. Et tout. Mais voilà, pour moi, il y a autant de féminité que de personnes. Je pense qu'il n'y a pas de juste ou de faux. Tu vas nous faire une réplique de Astérix Obélix là où ah oui, j'ai eu peur. Je me suis dit non, elle va pas s'y mettre. Non, mais c'est vrai, non, il y a pas de juste ou de faux. Pour moi, c'est propre à chacun. L'important, c'est de te sentir bien. Tu me fais trop rire là. Non, c'est de te sentir bien dans tes baskets et pour les jeunes femmes qui nous écoutent et les jeunes hommes qui nous écoutent. Vraiment, plus on prend de l'âge, ça c'est le seul truc cool en prenant de l'âge. Plus on peut
s'affirmer de qui on est et avoir ce recul et un peu cette sagesse aussi. Et puis cette bienveillance les uns avec les autres. Ouais. Et Moi, les j'adore quand une femme dans la rue, elle m'arrête, elle me dit « Je m'excuse, mais je vous trouve juste incroyablement belle. » Et je suis là « Ah, merci, mais vous aussi, vous êtes magnifique. » Et, je sais pas pourquoi ça touche beaucoup plus que quand c'est un homme. Peut-être parce qu'il n'y a pas cette intention derrière d'autre chose. C'est ça. Mais t'as raison. C'est important. De recevoir un compliment d'une autre femme quand t'es une femme. Ou d'un homosexuel aussi, je prends la même chose personnellement. Tout à fait. Mais c'est hyper... ça nous touche différemment. Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est ça qui est triste. Et on devrait le faire plus souvent, en fait. Se complimenter les unes les autres. Et pas que sur le physique, parce que justement, sinon on en revient dans ces clichés, mais sur la personnalité, ce qu'on aime chez l'autre. En tout cas, moi j'aime beaucoup de choses chez toi, Vanessa. C'est comme ça qu'on s'est trouvés aussi. C'est réciproque. C'est toujours des bons moments. Donc je me réjouis des prochains épisodes de podcast. Moi aussi. Qu'on va aborder d'ailleurs autour de la féminité, si je ne me trompe pas, puisqu'on va parler certainement un peu plus mode. Ouais, mode, entrepreneuriat aussi au féminin. Exactement. Perruque, transformisme aussi, normalement. Tout à fait. Plein de choses. On a plein de beaux projets à venir. Exactement. Donc on se réjouit de la suite. Oui. Et puis surtout, n'hésitez pas, dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux et autres, de nous partager votre vision de la féminité. Parce que ça nous intéresse toujours de savoir vous, comment vous représentez la féminité, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des stéréotypes qui vous choquent particulièrement. Comme ça, on ouvre un petit peu les débats et Exactement. C'est chouette aussi. Surtout qu'on a fait que survoler le sujet, on peut en parler encore des heures, et puis c'était assez général malgré tout. Plein d'anecdotes personnelles, mais voilà, fait dans la bienveillance. Et on se réjouit de vous écouter. Et de continuer la discussion en commentaire. C'est ça. Vas-y. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, à tout bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.